Comme vous le savez, le gouvernement a présenté le 27 septembre dernier son projet de loi de finances qui comprend entre autres les évolutions des règles fiscales qui s'appliqueront en 2018 sur l'épargne et le patrimoine. Une précision importante, il s'agit là à ce stade d'un projet de loi qui doit encore être débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les grands principes ne devraient pas évoluer, mais différents aménagements sont encore possibles et des précisions sont attendues sur des points techniques. Dans ce projet, l'exécutif a souhaité traduire deux orientations. La première est d'encourager l'épargne vers les investissements productifs, les entreprises, l'économie, pour générer de la croissance et de l'emploi. Et la seconde est de simplifier un système fiscal particulièrement complexe. D'une façon générale, on peut citer le report d'un an du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et la suppression progressive de la taxe d'habitation. Mais arrêtons-nous sur deux axes majeurs qui concernent la gestion du patrimoine des Français. D'une part, une imposition forfaitaire unique de 30% sur l'ensemble des revenus des placements. Et d'autre part, le remplacement de l'ISF par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Cette imposition unique, que l'on appelle déjà le PFU, prélèvement forfaitaire unique, s'appliquera aux intérêts, aux dividendes, aux revenus de l'assurance vie et aux plus-values réalisées sur la vente d'actions ou d'obligations sur les comptes titres. On parle d'imposition forfaitaire unique pour deux raisons. Parce que ce taux sera le même quels que soient les placements, 30%, mais aussi parce que ce taux unique intègre les prélèvements sociaux, dont la CSG. En revanche, s'agissant des 12,8%, le contribuable pourra choisir, au moment d'indiquer ses revenus dans sa déclaration, entre l'imposition forfaitaire ou l'imposition au barème progressif de l'IR. Un foyer dont le montant de revenus fait qu'il n'est pas imposable aura intérêt à choisir l'imposition au barème plutôt que le taux forfaitaire. Une dernière précision, afin d'accompagner l'épargne de précaution, les livrets A, les livrets d'épargne populaire, le LDD et le livret jeune resteront défiscalisés comme aujourd'hui. De même, pour encourager l'épargne orientée vers l'économie, les PEA et PEA-PME devraient garder leurs avantages. Enfin, les revenus de l'assurance vie seront soumis à l'imposition forfaitaire de 30%, mais seulement pour les revenus provenant de primes versées à compter du 27 septembre 2017 et seulement au-delà d'un certain montant de versement effectué sur ces contrats par un même assuré. Dès 2018, l'ISF serait supprimé et remplacé par un impôt sur la fortune immobilière assis sur la valeur des seuls actifs immobiliers. Les plus gros patrimoines seraient ainsi encouragés à investir en bourse ou directement dans le capital des entreprises plutôt que dans la pierre. Pas nécessairement. Avec l'imposition unique sur les revenus de placement, la fiscalité devrait devenir un critère moins important dans le choix des placements. Nous allons revenir aux fondamentaux dans le choix que nous faisons pour placer notre argent. Prenons l'exemple du PEL. Lorsqu'il a été créé, il devait encourager les Français à devenir propriétaires. En épargnant, on se constituait un apport et on bénéficiait d'un droit à prêt intéressant. Mais depuis quelque temps, l'avantage fiscal du PEL faisait que sa rémunération le rendait très attractif, qu'on dispose ou pas d'un projet immobilier. Les intérêts des PEL et des CEL ouverts en 2018 seront désormais fiscalisés. Autre exemple, l'assurance vie. Ce placement à long terme était devenu le placement chouchou des Français en raison des avantages fiscaux sur sa rémunération. Investir dans l'assurance vie restera toujours intéressant, mais d'abord parce qu'il est un placement à long terme et parce qu'il reste un formidable moyen de transmission. Ces avantages-là n'ont pas été remis en cause. Prenons enfin l'immobilier. Pour l'investissement locatif, les dispositifs Pinel et les possibilités de déduction des intérêts d'emprunt et d'imputation des déficits fonciers sur les autres revenus existeront encore. Dans cette réforme, il n'y a pas vraiment de grands perdants. D'une manière générale, on ne remet pas en cause les avantages des placements déjà détenus. Les revenus de votre PEL ouvert il y a 5 ans restent toujours défiscalisés jusqu'au 12e anniversaire du plan, exactement comme aujourd'hui. Idem pour votre contrat d'assurance vie, le régime fiscal reste inchangé pour les investissements effectués jusqu'au 26 septembre ou pour les assurés ayant versé moins de 150 000 €. Je me répète, ce qui va changer,
c'est que le choix des Français sera moins guidé par la fiscalité et davantage par les caractéristiques du placement. Vous l'aurez compris, les impacts sur les placements que vous détenez déjà sont limités. Si votre revenu fiscal de référence indiqué sur l'avis d'imposition que vous venez de recevoir est inférieur à certains plafonds, vous pouvez demander à votre agence avant le 30 novembre à être dispensé du prélèvement de 12,8%. Précision importante, qu'on ait ou non bénéficié de cette dispense, on reste ensuite tout à fait libre d'opter pour l'application du taux forfaitaire ou du barème de l'IR au moment du dépôt de sa déclaration. Si vous n'avez pas encore de PEL et que vous souhaitez bénéficier d'un placement sans fiscalité pendant 12 ans, il vous reste jusqu'au 31 décembre pour en ouvrir un. Le report d'un an du prélèvement à la source ayant été acté, vous retrouvez un intérêt fiscal à faire des versements avant le 31 décembre sur votre PERP ou sur votre contrat Madelin si vous êtes un professionnel indépendant. Pour l'assurance vie, il ne sert à rien de se précipiter pour effectuer des versements, puisque la fiscalité sur les nouveaux versements prendra effet rétroactivement le 27 septembre. Comme vous le voyez, pas de précipitation nécessaire, mais une connaissance utile des nouveaux dispositifs si vous avez des investissements réalisés dans les mois à venir.